Bonjour à tous, les amis. Vous êtes de retour dans le projet de la génération dirigeable. Aujourd'hui, nous avons un invité pas comme les autres. Notre invité du jour est Vyacheslav Ivanov. C'est un jeune écrivain qui nous vient de Saint-Pétersbourg. Et aujourd'hui, nous allons discuter avec lui de son livre, qu'il vient tout juste de terminer d'écrire. Il est actuellement en cours de préparation pour la publication. À l'imprimerie. Et, chose étrange mais pas surprenante, son livre parle de voyage, des aventures d'un jeune homme. Et le plus intéressant, c'est que toutes ces aventures, il les vit à bord d'un dirigeable. Voilà, c'est justement pour cela que nous nous sommes réunis ici, pour faire connaissance avec Vyacheslav. Nous allons découvrir comment lui est venue l'idée d'écrire ce livre et ce qui l'a inspiré. Et, de manière générale, nous parlerons des dirigeables. Oui. Bonjour, Vyacheslav. Bonjour. Je suis très heureux que nous ayons cette conversation aujourd'hui. Elle promet d'être très captivante, car, si j'ai bien compris, le livre parle d'aventure. Et racontez-nous, en général, comment vous est venue l'idée d'écrire ce livre et ce qui vous a inspiré. Depuis combien de temps avez-vous commencé à l'écrire ? En fait, j'ai commencé à l'écrire il y a longtemps. L'idée m'est venue il y a déjà pas mal de temps. Je n'avais jamais écrit de livre auparavant. Ce sera donc votre premier livre, le premier. Livre, oui. Et j'ai lu, comme tous les enfants à l'école, puis toute ma vie, j'ai lu des livres. Depuis l'enfance, j'aimais beaucoup la science-fiction soviétique. Pas seulement la soviétique, d'ailleurs, c'est vrai. Alexandre Romanovitch Beliaev, Kazantsev et bien d'autres auteurs encore. Et je ne faisais pas que lire ces livres à l'époque, j'adorais aussi raconter à mes camarades de classe ce que j'avais lu. Il y avait des moments comme ça, des moments que notre professeur nous accordait, pour partager, voilà, pour ceux qui le voulaient. Ouvrez le microphone. Oui, quiconque le souhaite, dites-nous ce que vous lisez, partagez. Je me souviens avoir parlé tout à l'heure du livre que j'ai lu, Alexandre Romanovitch Beliaev. Ce fut son dernier livre de sa vie en RPD, Aurel. Et donc, d'une manière ou d'une autre, cela s'est produit quand j'avais environ 13 ou 12 ans. Je ne me souviens plus exactement maintenant. Et donc, elle est entrée dans Elle s'est gravée dans ma mémoire, dans mon âme à ce moment-là. Ce livre raconte les aventures d'un garçon volant. Le livre a été écrit à la fin des années 30 du siècle dernier. Il a été publié à Leningrad en mai 1941. Et puis la guerre a commencé. Et ensuite, je ne sais pas ce qui m'a pris, qui m'a poussé à le faire. C'était il y a environ 7 ans, ou peut-être 6. Je le relis encore une fois. Parce que, depuis environ 1 an, ce n'est pas vraiment un problème, mais la question de la lévitation m'intéresse. Aéronautique, ça aussi. Ça m'attire. Oui, la lévitation aéronautique et électromagnétique. Et, en principe, tout ce qui touche à la physique de ce phénomène. Et donc, je me dis, peut-être qu'il y a des indices chez les écrivains. Les écrivains, parce que les écrivains n'écrivaient pas pour rien. On a l'impression que les gens inventaient, alors qu'en réalité, c'était déjà pris de la vie réelle. A-t-il vraiment inventé ce qu'il a décrit ? Ou bien a-t-il conçu ce qui allait arriver ? Et il a tout. Emballé sous forme de récits fantastiques. Oui, sous. Des récits fantastiques, des romans. Nous les avons tous lus. Il y a Les Enfants du capitaine Grant, L'île mystérieuse, 20 000 lieues sous les mers, et ainsi de suite. Combien de capitaines et d'ingénieurs ont grandi qui, après avoir lu ces livres, sont ensuite devenus ? Ils ont été inspirés par tout ça. Bien sûr, oui. Vous voyez, ce n'est pas juste un moyen technique, mais justement, tout transport, y compris les dirigeables, ce n'est que du transport. C'est pour les gens qui peuvent couvrir et ouvrir certains espaces, découvrir et être libres, et voyager dans des endroits où, en général, il est impossible de voler par d'autres moyens de transport si l'on parle d'un dirigeable. Mais à la toute fin de cette histoire, j'ai finalement relu ce livre en entier avec une attention particulière. Aurel. Je Au fait, je vais vous interrompre un peu. Je me suis un peu familiarisé avec le contenu et j'ai remarqué que le personnage principal, Artem, avait également lu ce livre. Le livre commence avec un adolescent qui finit de lire un livre. Aurel ferme la page. Il a une grande journée demain. Lui et son grand-père l'ont invité à un voyage. Il a 14 ans, il vient de la ville de Saint-Pétersbourg en 2035, et c'est ainsi que nous avons déjà glissé vers le début du livre. Il part en voyage. Et quand j'ai relu Aurel, c'est là que j'ai compris ce que je n'avais pas vu dans mon enfance.
Mais déjà, quand, à l'âge adulte, là, j'avais déjà la tête sur les épaules. Quand de nombreuses décennies se sont écoulées, même après avoir lu ce livre, presque 50 ans se sont passés depuis la première fois que je l'ai lu. J'ai compris que le livre n'était pas terminé. Et à l'époque, quand j'étais enfant, je n'ai pas eu ce désir. Il y avait d'autres choses qui me distraient là-bas. J'ai tout terminé. Oui, Et je suis allé jouer au foot, faire du hockey, si c'était l'été. Bref, ce n'était plus le moment pour ça. Mais là, et là-bas, il y a c'est évident. un sujet évident pour une suite. Et puis, quand j'ai appris qu'il était mort, littéralement en 1942, en hiver, on ne sait même pas où est sa tombe, lui qui, depuis l'enfance, était toujours cloué au lit. Lui aussi était attiré par le ciel. Il a vu une gymnaste depuis une montgolfière lors d'un des spectacles. Comme un tour de robot. Oui, elle a été éjectée du ballon, de la nacelle, et son parachute s'est ouvert. Eh bien, tout le monde était. Des délices, bien sûr. Des délices comme. Le garçon, qui avait 9 ans, a également décidé de sauter. Avec un parapluie, puis avec un drap. Bref, il s'est sérieusement blessé. Mais c'était sans doute son destin, car il a écrit un nombre impressionnant de livres, et Aurélie fut le dernier. Et en effet, cette attirance qu'il avait pour le ciel, pour le vol, pour la liberté. Voilà. Ça ne l'a jamais quitté, oui, vraiment. Cette envie de voler, l'avons tous en nous. Autre chose. Oh, allez, quel vol! Il y a bien envolé pensée, conscience, joie, imagination. Et puis il y a vrai vol. C'est vrai, la première fois que j'ai volé en deltaplane. Non, ce n'est pas le nom correct. Plan de couple. C'est certainement une sensation incroyable quand, oui, ce n'est pas encore un vol libre, mais ça l'est. État approximatif. C'est comme quand le sol s'effondre soudainement sous vos pieds, vous couriez, et puis vous vous envolez. Eh bien, ce n'était pas très récent non plus, probablement il y a 5 ou 6 ans. Et c'est probablement à ce moment-là, d'ailleurs, que ça s'est passé. Je viens de m'en souvenir, en effet. On a rétabli la chronologie. Donc, logiquement, j'ai lu, puis évidemment, je suis allé voir sa biographie plus en détail. Quand on est adolescent, on ne s'intéresse pas aux biographies, on n'écrivait pas de dissertation ou de travaux scientifiques. J'ai appris qu'il était né le 4 mars, son anniversaire, c'est aussi le 4 mars. Et chez nous, la première étape des dirigeables, c'est le 4 mars. Voilà, donc, forcément, on s'est dit, mince alors, comment c'est possible? Quelle coïncidence! Après, il y a eu beaucoup de coïncidences, vraiment beaucoup. Eh bien, oui, bien sûr, quand je suis rentré dans la maison, c'était la meilleure façon d'écrire à ma mère. C'est, Avez-vous cherché des moyens de l'étendre d'une manière ou d'une autre? Oui. je pense. C'est juste une pure envie pour ce livre. Que se serait-il passé ensuite si Beliaev était resté en vie et n'était pas mort dans les urnes, ou plutôt s'il avait été à Pouchkine, c'était sous les Allemands. Voilà. Tout son archive a été emporté par la Gestapo. C'est-à-dire que cet homme possédait énormément de connaissances très secrètes. Parce que, vraiment, si l'on regarde ses romans, la tête du professeur Dowell, puis, mon Dieu, il y a aussi notre Ictiandre, comment? Je ne saurais dire. Oui, le film célèbre, ou, oui, Ictiandre, le roman sur l'homme. L'amphidien. Oui, oui, oui. Il avait aussi d'autres romans différents. Il y en a beaucoup, en fait. Il écrivait sur des sujets variés et très avancés du point de vue de la physique. C'était donc l'époque des années 30, quand de nouvelles technologies, que nous considérons peut-être aujourd'hui comme anciennes, mais en réalité, le potentiel de ces technologies n'a même pas encore été révélé, même aujourd'hui. Mais cela existait. Bref, je me suis dit qu'il fallait continuer à inventer l'intrigue. Et j'ai imaginé toute l'histoire, toutes les transitions. Donc, c'est le premier livre. Combien avez-vous commencé à écrire? Eh bien, ça fait quelques années, je ne sais pas, peut-être 3 ans. Mais en fait, un livre, ce n'est pas seulement
disons, des événements, des costumes et de la dramaturgie, pourquoi écris-tu un livre? Il y a un certain but à poursuivre. Oui, pourquoi alors? Au début, c'était juste pour me divertir à la maison. Bon, au moins il y a ce principe, si tu veux atteindre quelque chose de plus grand. Commence. À faire ce que tu n'as jamais fait auparavant. C'est seulement comme ça qu'on peut évoluer. Même si tu penses que ce n'est pas ton truc, il faut le faire parce que, pour différentes raisons, surtout à l'adolescence, puis à la jeunesse, ce n'est pas nous qui décidons de notre avenir ou de notre chemin, mais ce sont nos circonstances extérieures, nos parents, nos professeurs, nos camarades de classe qui nous influencent. Jean, allez, viens avec nous à la fac. On va à un nouveau club, on va à la fac. On va rencontrer encore quelqu'un. Bon, en gros, désolé, c'est banal, mais c'est comme ça. Et quand une personne atteint son but, ne sont même pas conscients de leurs objectifs à cet âge, 14, 15, 16 ans. Je crois même qu'on n'y pense même pas. Ils vivent, tout simplement, non, ils profitent de la vie. Bien sûr, il n'y a que quelques-uns qui savent où ils vont et pourquoi ils y vont, mais au final, bref, j'ai commencé à écrire. Et voilà, en août de l'année dernière, je n'avais pas de fin. Comment finir? Eh bien, il le faut, c'est-à-dire, comme tout écrivain, je me suis retrouvé face à une crise, le début m'a été offert, j'ai pris le début de la fin du roman de Beliaev. C'est-à-dire que, comme son histoire était terminée, j'ai décidé de continuer. Je me suis adressé à eux moi-même, je leur ai demandé plusieurs fois, un peu comme une prière, pour avoir leur accord, que je continue, bon, que j'expérimente un peu. Et finalement, au mois d'août de l'année dernière, il y a eu une conférence en ligne, une nouvelle. C'était justement cette toute première conférence. Oui. En ligne, quelqu'un m'a. C'est aussi un petit miracle, parce qu'à ce moment-là, ma connexion Internet ne fonctionnait pas et YouTube ne marchait pas du tout chez moi. Et je n'ai même pas eu le temps de mettre quoi que ce soit, ni VPN, rien du tout. Et pour une raison inconnue, à ce moment-là, ça s'est mis à marcher. Vous êtes allé sur YouTube, regardez conférence? Je suis allé dessus et j'ai regardé toute la conférence. Et c'est une telle inspiration, voilà, la conclusion. Oui, le dirigeable sera la conclusion. C'est-à-dire, il vole, mais en principe toutes les aventures seront liées au dirigeable. D'autant plus qu'en 1935, les dirigeables étaient en plein essor, à l'époque où se déroulaient les événements de ce livre. Le Hindenburg ne s'était pas encore embrasé, à New York il y avait encore beaucoup de dirigeables, pas seulement en Allemagne, mais aussi dans d'autres pays. Et en Union soviétique aussi, on développait activement et intensément ce domaine. Et lieutenant, break time égale 0.5 S, et j'étais, c'est pourquoi je me suis dit, eh bien, au final, avant de, disons, la publier, je me suis dit qu'il fallait absolument écrire une sorte de préface au livre. Alors, quel est le lien, les époques, et ainsi de suite? Et je me suis dit que ce serait bien de faire un journal de bord, mais pas à partir d'aujourd'hui, parce que le dirigeable, chez nous, c'est encore une sorte d'exotisme, mais dans un avenir très proche, voilà, en 1935. Et j'ai imaginé qu'un garçon partait en voyage avec son grand-père, son propre grand-père, pour un voyage au-dessus de notre pays. À bord du magnifique dirigeable Aurora. Oui, 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 et puis, venant de notre ville, quel autre nom pourrait-il avoir si ce n'est Aurora? Et finalement, la préface devait être très courte. Et c'est de cette préface qu'est né le livre. Parce que le livre qui devait naître en premier, il reste encore à retravailler. Sachant qu'un autre livre a pris de l'avance. C'est même ce qui s'est passé. Oui. Et voilà, le livre est maintenant écrit, illustré. 300 illustrations. Je vous félicite bien sûr, je comprends que c'était un long chemin parcouru. Et bien sûr, quand j'ai décidé de commencer par la préface, il me fallait absolument un assistant personnel. Et à ce moment-là, j'étais en déplacement, mais pas pour l'aéronaval, pour un autre sujet, entrepreneurial. J'étais en Bouriatie. Et là-bas,
il y a le Datsan d'Ivolginsk. Et c'est là que se trouve le corps incorruptible, inaltérable du lama Itijlov. D'après les témoignages, juste avant d'atteindre son élévation spirituelle, que les bouddhistes appellent samadhi. Voilà, les Bouriates en parlent aussi là-bas, ils racontent cette histoire. Vous y êtes allé dans le but de voir cela, ou pas du tout? Non, non, c'était. Un déplacement professionnel, tout simplement. Bien sûr. Enfin, comment ne pas aller voir un tel miracle à côté? J'y suis donc allé, et les habitants locaux, les Bouriates, m'ont raconté toutes les légendes liées à cet homme. Comment ils l'ont exhumé? Racontez-nous, certains ne savent pas cette personne. C'est. En 1927, il a réuni ses disciples. Le lama d'Ivolginsk leur a dit « Je pars à la rencontre ». C'est-à-dire. Vers le spirituel, vers le sien. Ils ont leur propre vision. Il a dit « Je vais entrer en samadhi, vous m'enterrerez dans une caisse et me déterrerez dans 75 ans. » Donc, ils l'ont vraiment enterré dans la terre? Oui, 75 ans dans le bois. Dans la boîte, ils ont aussi versé du sel dedans, Et lui dans certains. Et quand il a été invité par les tribunaux d'experts, parce que c'est une exhumation, en quelle année? Il s'avère? En 2002. Il a été déterré. Mais tous ces experts judiciaires ont fui parce qu'ils ne pouvaient pas confirmer la mort, un corps chaud. Aucune trace de décomposition en 75 ans. Et aujourd'hui, il se trouve dans ce monastère du Datsan de Volginsky. Des bouddhistes du monde entier viennent le voir. C'est-à-dire, il est, bien sûr, en position du lotus, il ne dit rien. Il reste simplement silencieux, oui, ce corps-là. Je suis venu là-bas et j'ai écouté ce qu'il disait, que lui aussi pouvait voler alors qu'il n'était pas encore dans cet état. Et il s'est déplacé là-bas avec les bulldozers de Bouriassi, en général, dans les années 20, quand il y a eu une révolution et ainsi de suite. Eh bien, moi aussi. Naturellement, vous vous êtes intéressé. Je me suis intéressé et j'ai pensé, eh bien, aide-moi à écrire un livre avec ton. Parce que... Était là pendant que. Oui, mais je me suis tourné mentalement vers lui. Eh bien, j'ai besoin d'un assistant, car l'idée est devenue si grandiose, je pense que j'ai juste besoin d'une personne qui sera mon co-auteur. J'ai trouvé un co-auteur, c'est-à-dire qu'il s'est trouvé. Je ne l'ai pas, je viens juste de faire la demande, et littéralement quelques jours plus tard, une personne parce qu'il m'a juste présenté à quelqu'un sur un autre sujet. Nous avons commencé à discuter de ce sujet. Je me suis retrouvé face à une personne. Il a accepté l'idée du livre que je lui ai exposé. Et donc, avec mon co-auteur, nous avons un pseudonyme artistique, c'est Ivan Magovoy. La maison d'édition Magovoy. Magovoy, c'est un oiseau fabuleux issu d'un conte russe. Voilà, c'est mon vieux pseudo sur tous les réseaux et sur Telegram et là-bas. À l'époque où il y avait Skype, en gros. Et au final, nous avons continué à travailler ensemble. Elle s'appelle Natalia Kolagina. Et, en gros, nous sommes comme Yelef et Petrov, sauf que nous sommes un homme et une femme, et nous avons commencé à nous compléter et à développer ensemble. Voilà. Et bien sûr, elle est très amoureuse du Nord. Et elle était loin. C'est la première fois qu'elle a entendu parler de dirigeables et de gens volant grâce à moi. Mais, néanmoins, elle s'est impliquée non seulement pour réécrire certaines de mes notes ou mes textes dictés. Et finalement, depuis la fin de l'année dernière, nous avons commencé à travailler activement ensemble. À travers. Je lui ai dit, allez, aide-moi d'abord. Bon, je voulais voir comment elle allait m'aider. Elle aidera, à condition que ce soit bref. Tête après tête. Tête après tête. N. Dit, et si? Bref, pour faire court, notre jeune garçon n'a pas seulement fait l'aller-retour, il s'est profondément plongé dans le monde féerique et merveilleux des contes et des mythes russes anciens. Il a vu tout cela d'un point de vue aérien, comme un oiseau. Au final, il a 14 ans, c'est encore un adolescent. Déjà, quand il est revenu, il n'était plus un enfant, mais un jeune homme. Oui, déjà mûr et conscient de lui-même, il a ouvert sa propre voie pour l'avenir. C'est-à-dire, qui suis-je? Pourquoi suis-je là? Chez les enfants, chez les adolescents, il y a beaucoup de ce nihilisme. Ils savent tout, mais en même temps il leur arrive de ne pas écouter leurs parents,
non pas parce que les parents disent quelque chose de travers, mais simplement parce que ce sont des parents, et moi, je suis vivant. Ou, au contraire, complètement soumis à la volonté des parents, et là, il se trouve que son grand-père l'emmène en voyage, et les voilà partis. Et ensuite, effectivement, le livre a commencé à prendre de l'ampleur. Un illustrateur est venu chez nous, qui, pour l'instant, est probablement le seul à avoir lu tout le livre, parce qu'il devait le lire pour réaliser les illustrations. Et maintenant, elles sont toutes prêtes, les 30 illustrations. L'illustration, ce sont des croquis faits par Artyom lui-même, qui commence à... C'est-à-dire que les illustrations dans le livre, c'est comme Le style d'un jeune artiste débutant qui essaie. Le garçon. fait des croquis dents, Un carnet. capture en C, Souvenir, le capitaine, et ainsi de suite. Et au final, il en est ressorti un livre qui se lit comme un film captivant, mais ce n'est pas de la magie, c'est quand même de la technologie. Pourtant, c'est aussi un pont entre l'avenir technologique, y compris celui de notre pays, et notre culture, nos contes et nos mythes. Parce que beaucoup de gens ne connaissent tout simplement pas leurs propres racines, et puis, on sait très peu de choses, vraiment très peu de choses, sur notre pays. D'autant plus que dans notre livre, ce vol passait au-dessus de lieux où, vraiment. Nous avons traversé de telles étendues qu'on n'y arrive pas d'un coup, oui, voilà. Et là-bas, il n'y a que le plateau de Poutorana, la côte de l'océan Arctique, la Kolyma, la Yakoutie. Eh bien, ce voyage à travers ces points, il y a un endroit intéressant, c'est vraiment un point qui existe sur la côte de l'océan Arctique, là où la rivière Kolyma se jette dans l'océan. Il y a aujourd'hui, et c'est aussi dans ce livre, une aventure dans ce centre, cela s'appelle le plateau du parc précieux. Je vous recommande simplement d'y jeter un œil, c'est-à-dire que, tout près de nous, vivent des personnes uniques dans notre pays, qui se fixent des objectifs, comme ceux qui ont lancé le projet Aéronov, oui, c'est aussi. un défi, c'est Un défi, c'est, enfin, les gars, on pourrait, si on ne parlait que d'argent, il y a aujourd'hui plein de façons différentes de gagner de l'argent, si c'est juste une question d'argent. Mais je pense que les personnes qui font tout cela, y compris, par exemple, le projet du parc du Pléistocène, qui est financé par le milliardaire Andreï Melnytchenko, là-bas on restaure la faune disparue, c'est-à-dire des animaux qui vivaient autrefois sur les rives de l'océan Arctique, et ils emmènent des projets pour cloner et ramener le mammouth là-bas. oh, sérieusement, j'ai déjà entendu parler de ça quelque part. Mais malgré tout, il existe déjà depuis 1997, ce parc existe depuis 28 ans, son nom de famille est Zima, Nikita, c'est le scientifique russe le plus cité en Occident aujourd'hui, parce qu'il s'occupe de tâches très peu banales, que personne ne lui a imposées, c'était son choix, tout comme moi j'ai choisi d'écrire un livre. Autrement dit, en principe, c'est un défi, chaque personne, sans doute, se fixe certains. Des objectifs du point de vue De savoir, est-ce que j'en suis capable? Est-ce que ça va marcher? Il y avait des doutes, il y avait beaucoup de raisons, surmonter psychologiquement ce syndrome de l'imposteur. Où vas-tu? À écrire des livres. À écrire. Mais malgré tout, il y avait une sorte d'écho dans mon âme, qu'il fallait s'y consacrer. Alors, je me suis dit, j'en ai envie, ça me plaît, donc je vais écrire. Et quand, après tout ça, et quand, comme un don des dieux, un co-auteur est apparu, quelqu'un qui connaît les subtilités littéraires, moi qui n'ai pas fait d'institut littéraire, n'est-ce pas? Oui, j'ai raconté l'histoire. Mais il n'y a pas que la dramaturgie, il y a les dialogues, il y a la bonne construction. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de nuances, et si tu dois toutes les maîtriser petit à petit comme ça, tu mettras 20 ans à écrire un livre. En principe, j'étais prêt, je veux dire, je n'avais pas prévu que ce serait ce livre-là que j'allais remettre, et ainsi de suite. Mais quand Aéronov a entendu parler des dirigeables, il m'a tout naturellement orienté dans cette direction. Très harmonieusement. Oui, très harmonieusement. C'est de cette impulsion qu'est né, d'abord, le préambule, qui a ensuite grandi. 33 feuilles. Une feuille, c'est 40 000 signes.
Jamais entendu. Eh bien, quand on écrit des livres, on demande « Combien de feuilles d'auteur as-tu » Donc, chaque feuille fait 40 000 signes. Du coup, j'en ai eu 33 feuilles d'auteur. 1 320 000 signes. C'est un livre, voilà, à peu près. Selon la mise en page et la densité du texte, ça fait environ 800 pages. Un vrai Harry Potter. Attendez, oui. Un Harry Potter des temps modernes. Sauf qu'il n'y a pas tous ces trucs anglais ni de moments magiques. Avec un conte russe. Avec un conte de fées russe fantastique. Parce que ce que font les gens aujourd'hui à Aéronova est aussi un conte de fées. C'est un conte de fées du point de vue de la plupart des gens qui sont généralement idiens pour le plaisir. Oui, c'est comme ça. Pourquoi? Quoi? Quel dirigeable donc? Quand il découvre 100 ans. Était? Quand j'ai regardé dans ma ville préférée, ma mère était déjà née à l'époque, en 1930, et moi en 1931, en juillet, notre ville de Leningrad a reçu la visite du Hindenburg qui a atterri dans le quartier de l'aérodrome de Kommandanski, a embarqué nos explorateurs polaires et y sont partis vers le nord. Et, en fait, le voyage d'Artem suit presque le même chemin. Sauf qu'ils ne sont pas allés aussi loin, seulement jusqu'aux nouvelles terres qu'ils ont atteintes à l'époque, en 1931. Eh bien, je peux toujours rêver, non? Alors, pour ça, j'ai imaginé un premier voyage en croisière à bord d'un dirigeable luxueux, magnifique, immense, aussi grand que le Hindenburg, avec tout le raffinement possible, mais avec des technologies, des matériaux et des niveaux de sécurité tout nouveaux. Exactement comme chez nous. Oui, 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 oui. Et j'ai envoyé ce magnifique dirigeable. Il y a eu un tremblement de terre au Kamtchatka, une éruption volcanique, et le dirigeable a tout supporté. Il est en fait insubmersible, il ne lui est rien arrivé, parce que ce livre n'est pas une catastrophe, c'est vraiment un livre sur le développement de l'esprit humain, sur la maturité et la quête de soi, parce qu'en réalité, nous ne nous connaissons pas nous-mêmes. D'ailleurs, plus tôt un enfant commence à poser des questions, plus il accomplira de choses par la suite, oui. Et puis, les lecteurs aussi vont se poser ces mêmes questions, car les livres sont là pour ça. Qui suis-je? D'où est-ce que je viens? Pourquoi suis-je là? Où vais-je et à qui est-ce que je sers? Voilà. Oui, d'ailleurs. Ce n'est pas seulement à propos du dirigeable, c'est aussi une histoire d'aventure, de quête de soi et de dépassement de... Des difficultés. Il trouve des artefacts et, finalement, il se retrouve dans un monastère que j'appelle Datsan. Je vais vous révéler un petit secret, c'est le principal. Et là, oui, attention spoiler, un moine lui remet un manuscrit, la véritable histoire de Raël, écrite par Raël lui-même. Et donc, ensuite, ce sera déjà le deuxième livre. Dès que celui-ci sera publié, il y aura littéralement une suite très. Il y aura une suite, en fait. Il y aura une. Il y aura donc une suite, et en plus, nous préparons déjà activement des matériaux pour un troisième livre, parce que, quand tu n'es pas limité, tu vois, comme, et bien, c'est déjà vrai, oui, et là, nous allons chercher le capitaine, oui, il y a une petite erreur dans le texte, et au lieu de, en gros, ils ont confondu les continents et ont fait le tour du monde entier, oui, en yacht, à Duncan, donc, c'est, comment dire, quand il n'y a absolument pas de limite à tes envies et à tes possibilités techniques, alors la créativité devient véritablement infinie. Et c'est pour cela que tout cela a pris une telle tournure inattendue. Et lieutenant, break time égale 0.5 S et GT. Vous avez des projets sérieux. Oui, C'est vrai. parce que la technologie ne s'arrêtera jamais, elle continuera d'évoluer. Les gens s'y sont habitués, mais je pense que le dirigeable, ce n'est que le début, on a effleuré la pointe de l'iceberg, à mon avis, cet iceberg n'a émergé. C'est seulement là-bas que nous savons qu'il va se passer quelque chose. Qu'il existe, qu'il est là. Je ne doute absolument pas que les dirigeables dans notre pays vont de nouveau sillonner non plus seulement les espaces du Bolchoï, mais aussi et surtout ceux de notre immense et vaste pays. Sans eux, nous n'irons absolument nulle part, si je comprends bien la situation. Et en effet, c'est ainsi qu'est né ce livre. Je voulais que les gens, surtout les enfants, lorsqu'ils liront Capitaine Aurora,
J'ai eu plusieurs idées pour le titre. C'est un personnage clé, vraiment important dans le livre, bien sûr, mais comment pourrait-on se passer d'un capitaine? Le capitaine du navire, évidemment. J'ai donc décidé qu'il porterait exactement le même nom que Mikhail Mikhailovitch Gromov. Dans les années 30, c'était le pilote numéro 1 en Union soviétique. Il a eu une vie très longue. Il fait partie de ceux qui ont aussi survolé le pôle Nord après Tchkalov. Mais la plupart des gens ne connaissent que Tchkalov quand on parle de la traversée du pôle Nord. Quant à Gromov, eh bien, son nom ne résonne pas autant, la plupart des gens ne le connaissent pas, surtout les jeunes. Et pourtant, c'était vraiment un homme extraordinaire, tant par ses idées que par les records qu'il a établis à l'époque. Il a ensuite commandé une armée de l'air pendant la guerre et a vécu encore longtemps, devenant écrivain. Il est décédé en 1985, mais quoi qu'il en soit, c'était une personnalité qui mérite d'être rappelée. Mais je ne le nomme pas directement. Voilà, le capitaine raconte un peu en l'honneur de qui ses parents l'ont appelé ainsi. Et donc... Voilà, en fait, Nous avons donc le capitaine Gromov. Gromov, oui. À la fin du livre, il est révélé de façon très intéressante et de manière assez surprenante. Voilà, et donc, la création de ce public qui attendra de nouveaux livres. Qui, peut-être, racontera simplement des histoires fascinantes sur les dirigeables, non pas à travers des termes techniques complexes, ni à travers des images anciennes prises autrefois, dans les années 30. En général, pour une raison quelconque, quand on commence à en parler avec les gens, tout le monde a en tête l'image emblématique du Hindenburg en flammes. C'était il y a si longtemps, mais c'est comme ça que le système a fonctionné, malheureusement. Il existe même le syndrome du Hindenburg, les gens ont vraiment peur de ce sujet. Mais pour eux, quand on parle des dirigeables de nouvelle génération, ce sont des images de catastrophes, d'échecs, d'inefficacité, de vieux, d'oubliés, d'inutiles, qui leur viennent à l'esprit. Alors que c'est totalement éloigné de la réalité. Oui, oui, oui. Et surtout, il y a eu, 20 ans avant le Hindenburg, le vol d'un dirigeable militaire allemand en Afrique. Un vol très intéressant. Je ne parlerai pas de ce vol dans mon livre, mais il y aura l'un des participants à ce vol, qui apparaîtra aussi, mais pas dans ce livre-ci, dans le prochain. Parce qu'avec les dirigeables, on peut vraiment voyager non seulement à travers notre vaste pays, puisqu'il est très étendu, mais aussi à travers l'Afrique, qui est encore bien plus grande. Quand on regarde la carte, enfin, les cartes géographiques qu'on voit à l'école, ce sont de fausses cartes. Elles ne sont pas dessinées correctement. Notre pays est 2 fois plus petit que l'Afrique, mais on a l'impression qu'il est plus grand. L'Afrique, ce continent, est vraiment immense. Et il y a des choses à voir là-bas, et il y a de l'histoire. Et à explorer aussi. Oui, explorer. Le livre parle de l'exploration fascinante du Nord, de sa plongée profonde dans les artefacts anciens et sur l'île mystérieuse de Valham. Aujourd'hui, on peut y accéder même sans dirigeable. C'est tout près de Saint-Pétersbourg. Mais alors, le plateau de Poutorana ou la Nouvelle-Zamble, Là, ne peut sortir dirigeable. on ne peut absolument pas y aller pour une courte période de temps et c'est extrêmement dangereux, car même si de l'aide arrive rapidement, il est pratiquement impossible de te sauver avec un hélicoptère ou un avion sur de telles distances considérables. Au fait, je sais que le responsable, Sergey Brim, qu'on appelle Google, construit d'énormes dirigeables justement pour des missions de sauvetage dans différents cas de situation d'urgence. C'est la création du futur, vraiment, d'une société où les dirigeables seront aussi naturels et courants que nos gadgets technologiques d'aujourd'hui, et ainsi de suite. Et il faut lire des livres, donc j'espère... Ah, d'ailleurs, c'est un point très intéressant, car aujourd'hui, il y a beaucoup de discussions animées, ou disons plutôt... C'est une tendance intéressante. Oui, l'intelligence artificielle, l'IA. Mais le fait est que si une personne, un enfant, ne lit pas de livres, il ne développera pas de pensée abstraite. Et il sera un instrument entre les mains de quelqu'un, il pourra avoir un outil formidable entre les mains, mais pour cela il faut posséder une pensée abstraite.
La pensée abstraite ne se forme que par la lecture de livres, il n'y a pas d'autre moyen. Et en plus, qu'ils écrivent aussi parce que je n'ai jamais rencontré, je crois. Au moins, mes enfants essayaient, même dans leur plus tendre enfance, d'écrire de petites notes. On leur lit un livre, un conte, puis elle vient, elle griffonne quelques lignes pour papa. On nous demandait simplement d'écrire une rédaction sur ce qu'on avait lu. C'est juste ce désir de l'enfant d'imiter l'adulte dans ce qu'il fait avec lui, oui. Mais il y a encore un autre point. Il faut sans doute en parler. Dans ce livre, il y a un passage. Nos voyageurs ne s'y arrêtent pas, ils passent simplement, mais le capitaine raconte à tous ceux qui sont à bord. Il existe un endroit comme ça dans notre pays. C'est au nord, sur le plateau oriental de Putorana, il y a le cratère de Popigaï. J'en ai entendu parler par mon père, que Dieu ait son âme. Il a été géologue autrefois, et dans les années 50, il était un jeune géologue et travaillait dans l'équipe qui a découvert les diamants en Yakoutie. La Kimberlite-Myre. Le responsable était Victor Mazetti. Ils sont tous déjà partis. Mon père est décédé à 90 ans, Mazetti à 95 ans. Des gens d'une autre époque. Mais ce sont eux qui ont découvert pour notre pays les gisements de diamants en Yakoutie. Et au nord, là-bas, presque juste au sud de la péninsule de Taïmyr, il y a ce cratère de 100 km de diamètre. On ne peut pas y aller, il n'y a aucune route pour y accéder, mais à 10 mètres de profondeur dans ce cratère, ce sont des diamants. Il y a des milliards de carats de diamants industriels, d'impact. On ne peut pas les utiliser en joaillerie, mais aujourd'hui, on peut les employer dans la production, et pas seulement pour l'industrie de transformation. Aujourd'hui, je sais que l'informatique se développe puissamment, où l'on utilise les diamants comme substrat, le graphène et d'autres matériaux. C'est-à-dire que c'est une technologie totalement nouvelle, et dans notre pays, il y a la plus grande. Pour que, notamment, les lecteurs aussi dirigent leur énergie. Quoi? Pourquoi? Après tout, c'est notre patrimoine commun, et il y en a encore là-bas. Quand a-t-on découvert ce gisement? C'est le cratère de Popigaï, on l'a trouvé années 60, 70. On le connaissait, mais au début, il cherchait en Yakoutie, et on y extrait encore. Mais là-bas, ça fait combien de temps? Plus de 50 ans sont passés, et là-bas. Je veux dire par là que cet endroit n'est toujours pas développé ni étudié. Là-bas, oui, il faut d'énormes investissements, des fonds importants, mais il faut aussi un moyen de transport qui permette d'y accéder. C'est pour ça que ça ne s'est pas développé, car il fallait d'argent, des ressources pour y arriver et pour en extraire. Parce qu'on ne se rend même pas compte à quel point notre pays est immense. J'espère sincèrement que tous ceux qui liront attentivement ce livre voyageront avec le jeune Artyom, partageront pleinement ses aventures passionnantes, son important passage à l'âge adulte et tous les moments extrêmement dangereux qu'il devra courageusement affronter. Il trouvera de nombreux artefacts anciens et précieux que le destin, dans sa sagesse, lui proposera de découvrir. Pour cela, il devra rassembler certains outils essentiels et indispensables et ensuite poursuivre sa quête. Quand il aura entre les mains un outil d'une puissance immense, le choix de l'homme sera qu'en faire? En faire une arme ou s'en servir pour le bien? Détruire ou utiliser? Et ainsi de suite. C'est-à-dire que ce moment-là, sans doute, chaque personne, en pensant à sa propre vie ou à certaines inventions, ou même à des mythes, à des légendes, se pose la question. Et si l'élixir d'immortalité me tombait entre les mains, je l'utiliserais. Quand une personne a 60 ou 70 ans, elle dirait oui, je l'utiliserai. Mais un adolescent qui ne se pose pas ce genre de questions sur la vie et la mort. Et il s'imagine dans cette situation. Et la seule chose, même si c'est un livre pour adolescents, c'est que la question est aussi soulevée du point de vue. Nous sommes venus ici, nous sommes nés. Et la question de la mort, la question de notre responsabilité, de notre vie, de ce à quoi nous allons consacrer notre existence. Quel choix allons-nous faire? Oui, parce qu'au final, il y a une chose qui nous est garantie à tous. Nous serons sans doute peu nombreux à pouvoir répéter l'exploit du lama Tigilef et devenir incorruptibles. Et voilà que des adeptes du bouddhisme, mais pas seulement, viennent du monde entier vers lui, avec des prières, des requêtes. D'ailleurs,
Il ne règle aucune question matérielle, mais il y a déjà un grand nombre de personnes qui racontent avoir été guéries ou avoir trouvé une nouvelle voie pour elles-mêmes. C'est vraiment un esprit spirituel puissant qui agit non seulement pour la Bouryatie, mais aussi pour tout notre pays. Parce qu'en réalité, c'est seulement dans notre pays qu'il existe aujourd'hui un tel fait auquel on peut toucher, enfin, pas toucher physiquement, mais au moins mentalement, il est tout près. Ah, Viatcheslav, d'ailleurs, il y a ici un point intéressant. Votre livre, si j'ai bien compris, se situe à la frontière entre la fiction et la réalité. Et, si j'ai bien compris, Artem voyage dans des lieux réels qui existent sur notre planète, dans notre pays, et c'est précisément là qu'il fait face à certaines épreuves, des défis, des choix. Avec de nombreuses aventures. Par exemple, il y a un endroit sur la carte de notre pays. C'est l'Oural du Sud, Archaïm. Beaucoup de gens savent déjà qu'on y a récemment, dans les années 90, mis au jour une ville ancienne et importante qui appartenait à notre civilisation très ancienne et fascinante. Il y a différents avis sur la raison de sa construction. Mais le fait est que cette ville ancienne est plus ancienne que les pyramides d'Égypte, c'est chez nous, ici même. Mais en même temps, quand Artyom s'envole depuis le parc polystationnaire, ce lieu fascinant et unique, c'est aussi un endroit qui existe réellement et concrètement aujourd'hui dans notre monde actuel. Ce n'est pas seulement de la science-fiction, ce sont de vraies personnes qui font quelque chose de concret, qui travaillent activement, qui mènent des recherches approfondies et significatives. Mais là-bas, j'ai rêvé qu'en 2035, ce parc abriterait plein d'animaux intéressants, y compris certains qui, en principe, ne devraient pas vivre dans le Nord. Mais pourquoi pas? Nous voyons bien à quel point tout change aujourd'hui, et personne ne sait non plus ce que deviendra le Nord. Le monde change, notre pays change, et la technologie nous permet au moins de jeter un œil là où finit ce qu'on appelle la réalité. Parce qu'au fond, qu'est-ce que la réalité et la science-fiction? Où est la frontière? Et cette frontière ne cesse de bouger. Il y a quelques dizaines d'années, c'était de la science-fiction. Et pour nous, c'est devenu une banalité absolue. On s'y est habitué et on n'imagine plus notre vie sans ça. Mais en réalité, si on y réfléchit un instant. Mon père, avec ses collègues, quand il parcourait la vaste Iakoutie, la rivière Viliouï et la majestueuse Lena, à la recherche de précieux diamants, il n'avait absolument pas ces gadgets modernes. Mais cela ne les empêchait pas de se fixer de tels objectifs. Oui, c'est vrai que c'est leur pays qui les envoyait, qu'ils n'y sont pas allés chercher ces diamants de leur propre initiative, mais malgré tout, les géologues étaient aussi des romantiques, et ce n'est pas tout le monde qui choisirait ce métier, devenir géologue, par exemple. Parcourir des milliers de kilomètres à pied, porter ses sacs à dos, transporter des pierres, prélever des échantillons, et ainsi de suite. Mais les personnes qui voulaient le développement de leur pays choisissaient cette profession et exploraient le pays. Aujourd'hui encore, nous avons cette situation persistante. Il nous reste tant d'espaces encore inexplorés, de véritables zones blanches où aucun être humain, aucun citoyen, y compris de la Grande Fédération de Russie, n'a jamais véritablement mis les pieds. Et des endroits comme ça. Eh bien, si la densité de population en Iakoutie est d'une personne par kilomètre carré, c'est la densité moyenne. Et si l'on considère que 99% des habitants vivent à Iakoutsk, alors tout le reste, ce sont pratiquement des vides, des espaces totalement déserts. Et les montagnes tabulaires, aussi bien en Iakoutie que sur le plateau des Poutorana, qu'est-ce que c'est? Les géologues modernes disent que c'est, bien sûr, le résultat de millions d'années, l'érosion de la roche, ça s'érode. N'est-ce pas? Pourtant, il y a une question. Oui, parce qu'il y a aussi des pyramides juste à côté, également en Tchoukotka. Elles se seraient apparemment formées naturellement, elles aussi. Voilà comment elles ont été façonnées, avec une forme géométrique, dans l'Oural, en Extrême-Orient, au Kamtchatka, en Tchoukotka. C'est juste que ces terres que je viens d'énumérer, elles sont en dehors de notre attention. Mais Moscou, Saint-Pétersbourg, le kraï de Krasnodar, Sotchi, bon, l'Oural. Et la grande majorité des gens, eh bien, avant tout le monde partait à l'étranger. Maintenant, Dieu merci, ils voyagent à travers le pays.
mais quand même. Je sais que les gens commencent à découvrir l'Altaï maintenant. Mais ces espaces. Et là-bas, il y a des gens. Même s'il n'y en a pas, il y a des ours polaires. Des endroits magnifiques d'une beauté pittoresque. Des baleines dans la mer d'Okhotsk. Et ainsi de suite. Tout cela se trouve dans ce livre. Je pense que vous verrez notre pays bien-aimé d'un œil nouveau. Et en plus, cela vous donnera de quoi discuter avec vos enfants et petits-enfants. Parce que ce n'est pas simplement de la fantaisie, comme Tolkien, on ne comprend pas trop. C'est inventé à 100%. Oui, les héros sont inventés, c'est vrai, mais, eh bien, c'est mon droit en tant qu'auteur, n'est-ce pas? Mais tous les lieux et le moyen de transport ne sont plus fictifs. C'est donc une sorte de synthèse de la science-fiction. Un peu comme, sans doute, chez Jules Verne. Bien sûr, je ne prétends pas au laurier de Jules Verne, même si je pense que Jules Verne, entre autres, beaucoup de choses que nous considérons comme de la science-fiction, il ne faisait que décrire ce qui lui était parvenu de la civilisation passée. Des inventions, de nouvelles technologies fascinantes, qui à cette époque n'ont pas été diffusées à une très grande échelle. Les mêmes dirigeables, les gens se déplaçaient encore en charrette, et puis soudain, ils se sont véritablement envolés. Juste comme ça, n'est-ce pas? Bien sûr que non. C'est pourquoi, comme aujourd'hui avec de nombreuses technologies, les gens réfléchissent, quelqu'un souffle une idée, et ainsi de nouvelles possibilités s'ouvrent. Parce que, vraiment, tout n'est pas si simple et si évident dans ce monde complexe, et il y a effectivement une place significative pour le miracle, pour notre créativité humaine, y compris la créativité technique et technologique, mais aussi pour le vol de l'imagination, le vol libre et illimité de l'imagination de chaque personne. C'est précisément pour cela que les livres sont si intéressants. Pourquoi aimons-nous tant les lire? Que nous arrive-t-il réellement quand nous lisons un livre, un bon livre? Nous plongeons dans cet espace, nous nous y immergeons, et ensuite, nous y ajoutons aussi nos propres pensées, nos propres imaginations, en nous demandant « et si c'était comme ceci ou comme cela ?» Parce que de nombreux auteurs, même des auteurs contemporains, qu'ils soient des auteurs de science-fiction ou non, lorsqu'ils écrivent de bons livres à succès, reçoivent une multitude de lettres de leurs lecteurs leur demandant s'il y aura une suite ou bien « et si cela se passait comme ci ou comme ça ?» J'espère qu'il y aura une sorte de création commune avec les lecteurs, parce que, d'une manière ou d'une autre, nous n'inventons rien, tout existe déjà là-bas. Simplement, certaines personnes entendent cela et ont le courage de le mettre en œuvre, au moins sur le papier, et de le partager avec quelqu'un d'autre en disant « c'est vraiment cool, regarde attentivement, lis attentivement cela. Peut-être que cela te plaira aussi énormément. Et si cela t'a plu, c'est principalement parce que c'est de la pure science-fiction. » Ici, on construit des dirigeables, là il se passe autre chose, et là on fabrique de nouveaux ordinateurs à qubits, quantiques. Quelqu'un dira, quels ordinateurs quantiques? Ils existent déjà aujourd'hui. Petit à petit, ils s'intègrent aussi dans notre vie. Et qu'est-ce qui va se passer ensuite? On ne peut que l'imaginer. Oui, et c'est aussi pour cela que j'invite, votre créativité n'est pas seulement nécessaire pour vous personnellement, mais aussi pour les gens qui construisent nos dirigeables. Aeronova a aussi besoin de cette énergie créative, de personnes qui veulent plus que simplement gagner de l'argent. On finira toujours par gagner de l'argent. Après tout, l'argent, ça va et ça vient. Mais rater sa chance de créer ensemble quelque chose de grand, collectivement. Parcourir ce chemin ensemble. Oui, et créer justement, eh bien, à travers l'image du futur, créer ce futur. Oui, c'est intéressant ce mot russe, oui, futur. N'est-ce pas? Et si on le disait un peu autrement, je serai encore, je serai encore. Le passé, j'ai été. Le futur, encore moi. Oui, ça sonne de façon intéressante, mais le présent alors? Oui, nous ne vivons qu'au présent, mais c'est justement notre attention dépensée aujourd'hui dans ce monde présent sur quelque chose qui façonne le futur que nous désirons. Ou même, tout le monde veut être riche et en bonne santé. Qu'est-ce qu'il faut effectivement maintenant pour cela? C'est pourquoi, au moins, lisez un livre qui, peut-être, touchera votre âme. Et peut-être que c'est vrai. Eh bien, les dirigeables, c'est vrai.
Les contes des peuples de notre pays, c'est la vérité. C'est pourquoi nous regardons même les contes de fées d'une manière un peu primitive. C'est une sorte de divertissement pour distraire nos enfants de certaines choses, lire un conte le soir avant de dormir. Mais si vous parlez avec un enfant, si vous lui demandez ce qu'il a ressenti à ce moment-là, quand il vous écoutait raconter ce conte, je pense qu'il vous dira beaucoup de choses, surtout après son réveil. Les dirigeables, ouvrent une nouvelle ère de nouvelles énergies. En termes d'utilisation, c'est plus écologique, enfin, plus respectueux de l'environnement. L'hydrogène. Ici aussi, j'ai un peu rêvé, car nos dirigeables Aeronova sont actuellement prévus pour fonctionner à l'hélium. Bien sûr, oui. Bien sûr, oui. Mais j'ai rêvé un peu et j'ai écrit là-bas, à la fin du livre, que nos scientifiques soviétiques, enfin les scientifiques russes, issus de l'école soviétique, tout de même, ont inventé un moyen d'utiliser l'hydrogène de façon absolument sûre. Et peut-être que certains trouveront cela fantastique, Mais le Hindenburg volait à l'hydrogène. Et aujourd'hui, Toyota construit des moteurs à hydrogène et fait le plein d'hydrogène pour les voitures, et ainsi de suite. En fait, tout cela est juste à côté de nous, à portée de main, mais souvent, on pense que ce sont de simples rêveurs, des gens qui n'ont vraiment rien de mieux à faire, qu'il ferait bien mieux d'aller regarder un match de football, par exemple. je suis plus que certain que dans un avenir proche, on arrivera aussi à maîtriser l'hydrogène. Et il est probable qu'il sera utilisé en toute sécurité et que les dirigeables deviendront plus écologiques, plus économiques, plus efficaces. Bon, au moins, on peut se fixer un tel objectif, non? Oui, on peut. Reste à savoir comment y parvenir. Eh bien, beaucoup de problèmes qui semblaient insolubles en technique et en technologie ont tout de même été résolus, non? Il existe des monuments architecturaux que personne aujourd'hui n'est capable de reproduire. Pourtant, quelqu'un les a bien construits un jour. Oui. Et ce, il y a des centaines, voire des dizaines de milliers d'années. Bon, peut-être des dizaines de milliers, ou peut-être seulement des centaines d'années. Mais de toute façon, peu importe quand cela a eu lieu, nous ne trouverons jamais la véritable vérité avec une précision littérale, n'est-ce pas? Mais le fait est là. Cet édifice existe, il se dresse dans ma ville préférée. Une construction inimaginable, la cathédrale Saint-Isaac. Elle ne devrait pas exister, car il y a un dôme en acier. Quand j'étais au lycée technique, puis à l'université. J'ai d'abord étudié la construction navale, puis j'ai poursuivi mes études à la faculté de génie énergétique de l'Institut Polytechnique. Et pendant les cours de sciences des matériaux, je me souviens très bien, même après toutes ces nombreuses années, on nous disait que l'acier, la production industrielle d'acier, était apparue à la fin du XIXe siècle, plus précisément. L'acier, c'est... Oui, on peut fabriquer des choses en pierre, mais alors, comment fait-on de l'acier? Mais c'est tout un savoir, c'est un art, une technologie, une haute technologie, parce que les structures en acier, à l'époque, il n'y avait personne pour... Enfin, comme on nous l'enseigne, c'était impossible pour nous. Et pourtant, ça tient debout. Alors, dites-moi, nommez-moi ce maître, cet artisan qui, dans quelles usines, a pu construire une telle structure? Je ne sais pas, sans résistance des matériaux, sans ces structures précontraintes, a réussi à l'ériger, et elle tient debout depuis des siècles, et elle réjouit toujours les yeux. Et là, on se pose la question, quel chef-d'œuvre? Et aujourd'hui, demandez à n'importe quel constructeur, architecte, de refaire la même chose. Dans les conditions actuelles, avec le développement technologique moderne, ils n'y arriveront pas. Bref, rêvons et agissons ensemble. Et surtout, ne vous inquiétez pas. Tout simplement, vous, ceux qui êtes ici, qui écoutez ces podcasts, qui avez choisi votre chemin avec Aeronova, vous avez tout fait comme il faut. Et tous les doutes, chassez-les. Parce que dans la vie, tout peut arriver, mais la probabilité de deux événements est la même, donc soit ça arrive, soit ça n'arrive pas. Merci pour votre confiance, ces mots chaleureux. Avant de conclure, j'aimerais lire un extrait du livre Cypernie. Bon, il faut dire que c'est juste une présentation du livre. Oui. Au fait, le livre est là-bas, tout au fond. Mais bon, lis ici, d'accord. Annotation. Oui, c'est une annotation. À bord du dirigeable, Artyom et son grand-père, l'excentrique écossais Simon, de drôles d'artistes et d'autres personnages se sont rencontrés.
Mais il s'avère que toutes ces personnes ne se sont pas retrouvées à bord du dirigeable par hasard, elles sont à la recherche d'anciens artefacts. Seul Artyom ne cherche rien, car il ne croit pas au conte, mais ce sont justement les anciens dieux qui l'ont choisi pour être le guide vers le monde magique du Nord russe. Personne ne sait vraiment à quoi ressemblent les artefacts ni où les chercher, mais tous comprennent les conséquences si l'ancienne énergie venait à ressurgir des ténèbres du passé. Mais comment trouver sa place dans ce jeu et croire aux forces anciennes quand on est adolescent? Artyom n'a que 14 ans, il voyage pour la première fois en dirigeable et il n'a aucune idée des anciennes guerres ni de sa propre destinée. Il trouve un livre écrit spécialement pour lui et se retrouve face à un choix, le mettre de côté ou le lire jusqu'au bout. Un voyage unique en dirigeable au-dessus du mystérieux nord russe et de l'Arctique éclaire non seulement d'anciennes énigmes, mais permet aussi de découvrir des lieux préservés sous un angle totalement inédit. Vu du haut du dirigeable, le nord mystique devient encore plus insaisissable et magnifique. C'est précisément ce que les lecteurs attentifs verront apparaître sur la toute dernière page du livre. Ce texte-là. Alors, laissez-moi le lire aussi. C'est pour quand les gens prendront le livre. Le verso du livre. Au dos de la couverture. Es-tu prêt à monter à bord de elle, Ro? Ouvre le livre et choisis ton destin, crois en l'incroyable, déchiffre les signes des dieux, trouve l'artefact avant qu'il ne soit trop tard, accomplis ta destinée avant que les forces anciennes ne changent le monde à jamais. Explorez le nord russe et l'Arctique, découvrez la dernière civilisation connue, Hyperborée. Percez les secrets ancestraux du Nord à bord d'un dirigeable. Super. Oui, oh. Eh bien, le voici. Petites illustrations. Ceci est une illustration. Évidemment, lorsque je décrivais minutieusement le dirigeable, je me suis aussi profondément inspiré de la façon dont le célèbre Indambur était précisément conçu et assemblé. Je l'ai tout de suite reconnu, d'ailleurs, grâce aux illustrations. Mais tant que nous restons profondément et émotionnellement attachés à cette situation, on s'invente une image de nous-mêmes complètement fantaisiste, totalement irréelle et déconnectée de la véritable réalité des choses. En 1935, il est peu probable que beaucoup de choses changent. Bon, à part peut-être des soucoupes volantes, oui, et c'est tout. Même si l'apparence extérieure du dirigeable ne changera sans doute pas, le design intérieur, lui, sera complètement différent. C'est un dirigeable conçu spécifiquement pour les croisières de luxe, un dirigeable destiné aux personnes très riches et aisées, parce que je pense que les tout premiers voyageurs et passagers en dirigeable seront des gens qui en ont les moyens financiers et, bien sûr, l'envie. Et puis il faut en avoir la possibilité, parce que même aujourd'hui, je sais que les Américains ont aussi annoncé la création d'un tel dirigeable de croisière pour 2027, ils prévoient les premiers vols, et là-bas, la croisière coûte 250 000 $. Mais je pense qu'en Russie, ce sera plus abordable. Mais malgré tout, nous avons aussi beaucoup de gens fortunés qui voudront être les premiers à voler. Alors, les amis, comme vous le voyez, les dirigeables, ce n'est pas qu'une question de business, d'argent, c'est une question de rêve, de romantisme, de voyage, de passion et de désir d'explorer ce monde. Sur ce, je pense que c'est tout. On va conclure. Vyacheslav, merci pour cette conversation passionnante. Qu'en pensez-vous? Écrivez des commentaires, dites-nous ce que vous pensez du livre. N'oubliez pas non plus d'adresser quelques mots de remerciement, des paroles inspirantes à Vyacheslav pour s'être lancé dans une entreprise aussi noble, disons-le, et agréable à Dieu. Popularisez cette direction, ce romantisme, cet amour de l'aventure, des dirigeables. Je trouve que c'est formidable, c'est génial, il faut s'y consacrer. Écrivez aussi ce que vous attendez à l'avenir d'une telle collaboration. Nous attendrons avec impatience. C'est tout. Encore une fois, merci à tous ceux qui regardent et qui sont actifs. À bientôt. J'espère que nous n'avons pas été trop bavards et que vous pourrez regarder ce contenu. Que vous aurez la patience. Voilà, merci, au revoir, à très bientôt.